Mythique, comme d'habitude on a envie de dire, le scénario est à suspense, rien n'est joué. Et on va retrouver tout de suite pour le dénouement sur la ligne d'arrivée Lionel Chamoulot et son consultant Hugues de Chonac. Salut Lionel. Bonjour Céline, bonjour à tous. On va vivre effectivement la dernière heure de cette 72e édition des 24 heures du Mans. Une édition à peu près conforme à ce que l'on attendait avec les Audi qui sont en tête, puisque les 4 Audi sont dans les 5 premières du classement. Yann Pescarolo qui est là, mais au pied du podium pour l'instant. C'est une course finalement conforme à ce que l'on attendait, je le disais, mais finalement elle a été assez animée quand même. Oui, ça a été une course très animée parce que pendant la nuit, d'abord la Pescarolo, puis ensuite les deux Pescarolo se sont retrouvés dans les 5 premières. Et puis derrière, il y avait quand même la remontée des deux Audi qui ont eu des problèmes hier et qui sont remontés progressivement pour finir vraiment sur le podium. Alors, la dernière heure risque d'être très disputée, notamment pour la première place entre les deux Audi de tête. Et on va voir si Tom Kristensen, le Danois, va être en mesure d'égaler le fameux record de Jackie Higgs avec 6 victoires. Pour lui, ça serait la 5e de suite, ce qui est également un record. Mais pour revoir tout ce qui s'est passé depuis maintenant 23 heures, je vous propose de retrouver Christian Choupin qui nous a concocté le résumé de ces 24 heures du Mans. 48 voitures au départ pour 2 tours d'horloge. La logique des essais est respectée. Les Audi R8 ouvrent la piste en position de favori, avec l'ex-pilote de Formule 1, Johnny Herbert en tête. 1h20 de course, retour au stand inopiné de Sébastien Bourdet. Les mécaniciens s'affairent autour de la Pescarolo Judd. Un quart d'heure de perdu pour le possible trouble fait de ces 24 heures. On a un fil de bobine qui coupe tout seul à l'arrière sur un cylindre et on perd un cylindre, donc on perd 10 minutes. Ça fait vraiment... on est marre. La guigne ne touche pas que le clan France et une Ferrari joue la toupie, mais surtout les deux Audi privés de McNish et Leto, alors 2e et 3e, sont dans le bac à gravier. Il est 17h51. La course est complètement relancée. L'écurie de la marque Ozano a du boulot. Les deux voitures sont sévèrement endommagées. Il me semble qu'il y avait de l'huile sur la piste. Une voiture a dû casser son moteur. Nous étions juste derrière lui. Alan est parti à la faute, moi aussi, au même instant. On s'est fait piéger à 280 km/h. C'est un coup du sort. À 22 h, Gigi Leto remonte étonnamment à la 9e place. En tête, 2 autres Audi assurent des tours à 215 km/h de moyenne. La numéro 88 de Davis, Herbert et Smith possède un tour d'avance sur celle d'Ara, Capello et Christensen. En catégorie GTS, la Corvette C5R et son mélodieux V8 de 620 chevaux piloté par Gavin Beretta et Magnussen est à une incroyable 5e place au général de la Ferrari 550 de Cox, Enge et Menu. La 2e Corvette numéro 63 ne connaît pas la même réussite. Ennui technique et sortie impressionnante de Ron Fellows. Dans la foulée, sous le drapeau jaune, apparemment, Paul Belmondo se fait percuter avec sa courage et abandonne, dépité. J'avais la Corvette qui est sortie, il y avait plein de fumée, j'ai ralenti, le mec il m'a shooté à 300, je suis parti à 300. 1h du matin, la Corvette numéro 64 sort de la piste. La Ferrari prend le pouvoir en tête des GTS. 2 heures plus tard, ça chauffe sur une autre voiture de la marque au cheval cabré. Au petit matin, la Pescarolo Judd numéro 18 joue des coudes avec l'infortuné Martin Short. Les pilotes sont physiquement éprouvés et Short, cette fois, commet une erreur fatale pour la Dallara. L'Anglais est contraint à l'abandon, dommage, il était 4e. Emmanuel Pirot s'en sort mieux avec l'Audi numéro 2, frayeur, sans réelle conséquence à la 4e place du général. Chez Pescarolo, la numéro 18 est 3e à 9 h du matin. Grosse attaque, grosse erreur de pilotage aussi. Une nouvelle alerte.
Passage au stand, révision. Seulement voilà, un commissaire bloque la voiture, un feu ne fonctionne pas. Réparation de fortune, près de 8 minutes perdues, la 3e place s'envole. 11h30, Henri Pescarolo se fait des cheveux blancs. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Une fois de plus, Sébastien Bourdet est trahi par sa mécanique. 20 minutes plus tard, il s'immobilise et rend les armes. Le numéro 17, je dois dire qu'elle n'a pas été très vernie pendant toute la course, même pendant le warm-up. Là, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais enfin, il y a un bruit inquiétant dans le moteur, donc j'ai demandé à Sébastien de s'arrêter plutôt que de tout exploser. Au même moment, la Ferrari numéro 66 en tête de la catégorie GTS explose un pneumatique, une jante, plus grave, un moyeu. Retour au stand, les minutes défilent et Olivier Beretta comble ses 4 tours de retard avec la Corvette. Après 20 heures de course, les deux voitures luttent pour sortir des stands en première position. Avantage à la Corvette qui reprend le commandement avec 20 mètres d'avance. Pendant ce temps, l'Audi numéro 5 caracole en tête, alors que 18 voitures ont déjà abandonné après 22 heures de course intense. Voilà pour les péripéties de ces premières 23 heures, alors que nous allons entamer peut-être ce qui va être un sprint tout à fait passionnant à suivre, dans la mesure où, on vous le disait, les deux voitures de tête, les deux Audi sont actuellement en bagarre pour cette victoire, car il n'y a pas évidemment de consigne entre ces deux voitures, dans la mesure où il s'agit de deux équipes différentes, même si c'est la même voiture, mais ce sont deux écuries différentes. Et Johnny Herbert qui est au volant de la numéro 88 pour attaquer cette dernière heure, comme vous le voyez, eh bien, il n'est plus qu'à 45 secondes de la voiture de tête. Et Hugues, on peut dire qu'il va se passer sans doute pas mal de petites choses dans l'heure qui arrive. Alors, je pense que ça va être un sprint fabuleux, puisqu'il y a à peine 45 secondes entre les deux voitures. Il va y avoir vraiment une bagarre entre deux pilotes en plus que je connais très bien, Johnny Herbert, avec lequel on avait remporté les 24 heures du Mans en 91 sur la Mazda. C'est un battant terrible et je pense que cette dernière heure va véritablement être fabuleuse. Alors on suit la Pesca qui est encore en piste. Elle occupe, on vous l'a dit, la 4e place. C'est Eric Comas qui est au volant. Eric Comas, c'est toute l'équipe qui attend la faute d'une des voitures de tête, d'une des 3 Audi de tête. Je ne sais pas s'il faut vraiment compter là-dessus, mais en tout cas on le sait, en termes de performance, ces 3 voitures sont au-dessus. Et donc il faut espérer qu'il y ait un petit incident, un petit problème pour avoir l'espoir de monter sur le podium. On vous montre également bien les Corvettes qui sont là, avec une 6e place pour la Corvette numéro 64, celle de Gavin. Et donc vous voyez le classement en ce qui concerne les GTS. Les Corvettes qui se sont elles aussi portées en tête pour dépasser les Ferrari. Vous avez vu les incidents et les péripéties de la nuit concernant les Ferrari. La Ferrari 550 numéro 65 est actuellement en 3e position, mais vous voyez qu'il y a 15 tours d'écart entre la Corvette et la première Ferrari. Corvette qui avait beaucoup d'ambition, qui était, on l'avait dit en début de reportage hier, vexé d'avoir laissé filer la victoire l'année dernière alors que la marque fêtait son 50e. Et bien là ils ont fait ce qu'il fallait, avec notamment un changement de pneumatique qui leur était vraiment tout à fait favorable. Oui, tout à fait favorable. Je pense que le passage sur les pneus Michelin a rendu la voiture extrêmement performante. Il y a eu d'ailleurs vraiment une superbe bagarre toute la nuit qui a tourné d'abord à l'avantage de Ferrari, qui a vraiment pris de l'avance, dominé pendant la nuit jusqu'à ce qu'ils connaissent quelques problèmes. Et là, c'est une surprise puisqu'il y a vraiment un doublé. Il y a les deux Corvettes qui sont en tête du GTS, ce qui est, par rapport à ce que l'on avait ce matin encore, vraiment une super performance pour les Corvettes. Il faut tenir encore moins d'une heure maintenant. Hugues et Lionel. Oui. Oui, en compagnie d'Henri Pescarolo, qu'on a entendu dans le résumé de Christian Choupin. Henri, le bilan à 1 heure de l'arrivée, alors que vous accusez à peu près 8 tours de retard sur le 3e, vous avez tutoyé et vous êtes en train de tutoyer quand même encore le podium.
Le bilan il est mitigé, je devrais être très heureux parce que c'est la première fois qu'on courait au Mans avec un nouveau moteur, le moteur Judd. On avait beaucoup de choses à découvrir. On s'est battu pendant presque toute la course pour une place sur le podium. J'aurais voulu mettre 2 voitures à l'arrivée, une sur le podium. En fait, on a une voiture au milieu des Audi. On peut dire, si on termine dans cette position-là, on est deuxième derrière Audi, parce que c'était vraiment des voitures difficiles à battre. Mais je crois que l'écurie Pescarolo Sport a fait une belle prestation. On a été tout à fait à la hauteur des espoirs qu'on plaçait en nous. Il faut encore beaucoup travailler pour atteindre le niveau des Audi, mais c'est le potentiel de la voiture et de l'équipe est là. Et je crois qu'on a vraiment une bonne base pour faire quelque chose de très bien dans l'avenir. Henri, qu'est-ce qui vous a manqué? On sait les moyens financiers comparés aux écuries Audi et aux Audi qui sont engagés ici au Mans. Je vais d'abord me réjouir, je ne vais pas pleurer. C'est effectivement pour essayer d'approcher la qualité des Audi, il faut énormément faire de développement. C'est un peu ce qui me manque. Je crois que le potentiel d'une voiture, si on ne la développe pas, il reste figé. Cette voiture a beaucoup de potentiel, la Pescarolo Judd. Il faut pouvoir la développer. Pour ça, il faut certains moyens. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas pleurer. Au contraire, je voudrais remercier tous mes partenaires de m'avoir permis de faire les 24 heures du Mans dans de tellement bonnes conditions. On a commencé notre aventure il y a 4 ans en étant 4e derrière les Audi. On reprend un nouveau départ, un nouveau moteur, en étant peut-être, parce qu'il y a encore 1 heure, 4e derrière les Audi. J'espère que c'est le début d'une belle aventure. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup en tout cas de votre gentillesse et de votre disponibilité tout au long de ces 24 heures. Merci beaucoup Henri. Oui, Pierre-Henri, merci. Avec à l'image la Audi 88, vous voyez les écarts entre les 2 voitures de tête, ça grignote, 43 secondes simplement séparent les 2 voitures, avec Johnny Herbert qui est à l'attaque et là qui se fait son Grand Prix de Formule 1 presque pour terminer. Véritablement, de toute façon, dans la dernière heure, et c'est tellement important pour les 2 équipes, il y a d'un côté l'équipe japonaise et de l'autre côté l'équipe de Audi Angleterre, et évidemment la victoire est très importante et je crois que les pilotes ont vraiment, quand on voit les temps réalisés par Herbert qui est en 3,37, c'est-à-dire les temps qu'il faisait hier en début de course, véritablement lancé sur un rythme de Grand Prix. Alors on a vu tout à l'heure au stand la voiture numéro 85, la Porsche GT, avec Stéphane Ortelli qui est monté à bord. Ça fera plaisir à Fred Gauthier qui est notre responsable de la programmation et qui est une fan d'Ortelli, pour vous dire qu'il est actuellement à la 14e place, parce qu'on parlait tout à l'heure des GT. Il faut dire que du côté de Porsche, on fera le point tout à l'heure, c'est pas si mal que ça non plus, alors que le public commence à évidemment de nouveau à rejoindre les tribunes principales pour assister au finish, et un finish qui risque d'être tout à fait passionnant, avec une bagarre à distance entre ces 2 équipes dotées du quasiment même matériel. Et là ça va être une histoire peut-être maintenant de gestion de la part des pilotes. Oui Lionel, juste pour vous dire que si le public commence à rejoindre les tribunes dans les stands, on s'affaire déjà à démonter tout ce qui peut être démonté, car vous le savez, lorsque le public va envahir la piste des stands, eh bien tout le monde voudra emporter le petit souvenir. Donc les écuries se préparent à accueillir la foule. Et oui, il faut se préparer à tout 24 heures du Mans. En tout cas, dans cette foule, il y a énormément de spectateurs anglais. Vous savez que les 24 heures du Mans, c'est vraiment une des épreuves les plus mythiques pour les Anglais, et d'où l'importance de la position de l'Audi de Johnny Herbert, qui est le pilote en plus chouchou des Anglais, pour pouvoir essayer de remporter cette course qui vient de gagner 5 secondes là uniquement, probablement par le doublement de retardataire sur un tour qui n'est plus qu'à 40 secondes sur encore 55 minutes, donc tout peut véritablement arriver. Alors, vous parlez tout à l'heure des GTS et des GT, voici donc le classement qui vous est proposé, avec donc les 2 Corvettes devant la Ferrari 550, et puis en GT donc évidemment on retrouve des Porsche, avec la première qui est la 90, celle de Massen, Bergmeister et Long, qui précède la 77 avec Kurosawa, Nishizawa et Horido. Donc là c'est un triplé japonais. On parle des japonais et vous aviez raison de rappeler que votre pilote, enfin votre ancien pilote Seiichi Hara, qui est actuellement en tête, eh bien peut lui aussi à sa façon un petit peu rentrer dans l'histoire, parce qu'il n'y a qu'un seul pilote japonais qui s'est imposé ici aux 24 heures du Mans. C'était en 1995 me semble-t-il, avec la McLaren F1, et c'était Masanari Sekiya qui s'était imposé avec Yannick Damas et Gigi Leto. Absolument, j'apprécie, mais vraiment
vraiment, je suis admiratif de votre mémoire, Lionel. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un métier. C'est un métier. Mais en même temps, c'est vrai que Hara est un pilote qui a couru pour nous. Le commissaire de piste là, qui a dû ramasser quelque chose et qui prend un petit risque. Prend un petit risque. Le pilote Hara qui est sur la voiture, qui a couru avec nous sur notre Dallara en 2001, pardon, et qui était vraiment un pilote mais professionnel, le véritable japonais, très respectueux des consignes, extrêmement professionnel, discipliné, et ça ne m'étonne pas du tout de le voir dans cette position. Et adepte du portable aussi. Et adepte du portable, puisque ça avait été une des photos les plus extraordinaires de ces 24 heures, où il avait dû abandonner après 18 heures de course, sortir de la voiture dont le moteur commençait à fumer, et immédiatement décrocher son portable pour nous appeler devant les caméras, ce qui était un moment absolument extraordinaire. Toujours est-il que c'est vraiment un pilote exceptionnel, et je crois que pour Audi Japon, et surtout pour l'homme qui est derrière ce projet, qui est Monsieur Go, pour Audi Japon, c'est un moment extraordinaire s'ils arrivent à remporter cette course mythique aux 24 heures du Mans, car il faut le rappeler, seulement un constructeur japonais a remporté cette course. Il s'agit de Mazda en 91, et là je pense que Monsieur Go et Hara deviendraient vraiment des héros si jamais ils tiennent encore les 50 minutes. Et vous êtes modeste en ne rappelant pas que vous étiez à la tête de cette équipe. Oui, le jeune marié nous appelle. Ah oui, c'est gentil de le rappeler, hein. Je fête une semaine de mariage maintenant. Tous nos voeux, tout le service des sports est ravi. Vous souhaite beaucoup de bonheur, ainsi qu'à la nouvelle Madame Brandet, Pierre-Henri. Oui, qui a pour prénom Mathilde. Voilà, je peux embrasser à l'occasion. En compagnie de Romain Dumas, l'un des pilotes de la Porsche numéro 85 qui était en tête des GT, alors qu'une panne, eh bien, justement, vous a fait rétrograder. C'était à 4 heures de l'arrivée. Déception énorme, évidemment, Romain. Ça c'est sûr, on s'est battu comme des fous pendant 20 heures. On a roulé surtout à deux pilotes, car le troisième, Ralph Kellener, a été malade. Et donc il n'était pas performant, donc on a fait tout le boulot, je dirais, à deux. Et avec cette chaleur, c'est d'autant plus triste de perdre comme ça pour un simple capteur qui n'a jamais cassé sur une Porsche. C'est une nouveauté. Une nouveauté. Vous étiez en compagnie de Stéphane Ortelli, et effectivement, comme vous le rappeliez, c'était une vraie bagarre parce qu'il a fait chaud, très chaud hier, il fait encore chaud aujourd'hui. Oui, il a fait très chaud hier. Nous utilisions des pneus Dunlop qui n'étaient pas vraiment un avantage sur le papier. Donc on a été obligé de se battre. On avait pourtant 3 tours d'avance au moment où on est tombé en panne, ce qui est assez énorme ici. 3 tours, c'est bien. Et pourtant, on a eu un problème qui nous a coûté 6 tours. Donc la victoire nous a échappé. Merci beaucoup. Merci. Oui, alors qu'on voit la première voiture et la dernière du classement, la Morgan, là, qui est actuellement dépassée, car elle est bien loin là pour parader, pour essayer de terminer. Alors c'est une bagarre en tête, Lionel, fantastique, puisque la deuxième Audi, celle de Herbert, vient de reprendre 4 secondes sur ce simple tour là, 4 secondes. Elle n'est plus qu'à 36 secondes, et il y a 10 minutes nous étions déjà à 45 secondes, donc vous vous rendez compte, on en vient de prendre 10 secondes. Donc là maintenant, à ce rythme là, c'est complètement jouable pour la voiture d'Herbert. La Lola qui est rentrée dans les stands par les mécaniciens, et qui était assez loin au classement. Elle était à la 21e position, mais on va bien sûr ne pas quitter la tête de la course. Maintenant, voici donc justement, puisqu'on en parlait, la voiture de tête, celle de Hara, l'écurie Audi, on va dire Made in Japan, qui est pour l'instant bien sous pression, puisqu'il n'y a que 37 secondes d'écart après 365 tours de circuit entre ces deux voitures, et qu'il ne reste plus que 48 minutes et 27 secondes de course, mais il va falloir cravacher dur et puis espérer de toute façon dans les deux cockpits que la mécanique va tenir, parce que pour l'instant, bon, bien sûr chacun connaît sa part de petits problèmes lorsqu'on court 24 heures, mais les énormes problèmes ont épargné évidemment cette équipe très rodée qui va vers sa 4e victoire, quoi qu'il arrive. Maintenant on peut dire que Audi va remporter de nouveau les 24 heures du Mans après la parenthèse Bentley l'année dernière, mais on ne sait pas encore si ce sera la numéro 5 ou la numéro 88 qui va réussir à s'imposer. C'est tout l'intérêt de cette fin de course qui va peut-être se jouer sur un sprint. Ça serait assez remarquable, parce que très souvent, notamment lorsqu'il y a des écuries de constructeurs qui sont là, les dernières heures c'est la parade, ils s'attendent, ils se mettent d'accord, et puis hop, on ne prend pas de risque, la course est, on va dire, presque neutralisée, alors que là, vous voyez, il reste 47-34. Tout à fait, mais il faut vraiment rendre à Audi ce qu'on lui doit, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais donné de consigne aux pilotes. Alors là, encore plus, puisqu'il s'agit
certes d'équipes Audi chapeautées par Audi l'Allemagne, mais de 3 équipes concurrentes, mais de façon générale n'ont jamais donné de consignes à leurs pilotes, ce qui fait toujours des courses assez fantastiques. Il y a un point qui est assez exceptionnel sur cette course de 24 heures, mais qui est, je dirais, quasiment la grande caractéristique d'Audi depuis que cette nouvelle voiture existe, ce proto dénommé R8. Ce proto n'a jamais été arrêté en course aux 24 heures du Mans depuis 3 ans sur un incident mécanique. Ça a toujours été soit par une erreur des pilotes, soit par un problème sur la piste, mais les voitures n'ont jamais eu le moindre ennui mécanique, ce qui est donc une fiabilité extraordinaire et ce qui permet de retrouver 4 Audi dans les 5 premiers, ce qui est une performance extraordinaire. Ils ont déjà réussi 2 doublés en 2000 et en 2002, alors qu'on retrouve la Pescarolo qui vient de doubler à l'instant même la numéro 14, la Nasamax, qui court avec un carburant au bioéthanol. Vous savez que ici au Mans, c'est aussi l'occasion de faire de la recherche, on va dire, et de tester de nouveaux produits. Il y avait une Lola, la numéro 10, qui avait un moteur diesel aussi pour la première fois, alors qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la Pescarolo, qui est aux mains d'Eric Comas et qui va essayer de tenir pour, pourquoi pas, alors qu'on voit Henri assez perplexe là sur le muret, pourquoi pas essayer d'aller chercher ce qui serait remarquable pour l'équipe, un podium, mais il faut compter aussi sur des incidents de course pour les Audi, parce que l'écart est très conséquent, puisque avec la première Audi, eh bien, il y a 7 tours d'écart. La numéro 65, la Ferrari numéro 65, celle de Macré, Colin Macré, l'ancien champion du monde de rallye, qui court donc pour la première fois aux 24 heures du Mans et qui n'a pas un casque intégral comme les autres pilotes parce qu'il ne supporte pas, il a gardé son casque de rallyman, mais voilà, il a l'air de s'éclater au volant de cette Ferrari, de prendre beaucoup de plaisir, et c'est vrai que c'est aussi l'occasion, les 24 heures du Mans, d'accueillir ou des pilotes qui ont fait leur preuve en Formule 1 comme Gigi Leto, Johnny Herbert et Eric Comas qui sont aux avant-postes, ou des pilotes pourquoi pas de rallye. Ça donne un petit peu plus de piment et d'intérêt à la course. La voiture de tête qui est encore en tête pour 36 secondes d'avance pour l'instant. Et puis comme on parlait avec tout à l'heure Hugues de ces voitures Audi et du constructeur Audi, vous avez des informations comme quoi Audi finalement n'est pas prêt de lâcher les 24 heures du Mans, et loin de là. Non, je crois que c'est vraiment une information, une grosse information que le docteur Ulrich, qui est le grand patron de la compétition chez Audi, m'a donné tout à l'heure. Il m'a annoncé que la décision venait d'être prise sur la poursuite du programme des 24 heures du Mans en prototype pour les 3 prochaines années, avec la construction d'un nouveau prototype qui apparaîtra soit l'année prochaine, soit l'année suivante. Mais donc c'est une grosse, très grande information, puisque Audi a pris la décision d'être présent aux 24 heures du Mans avec un prototype sur les 3 prochaines années. Alors puisqu'on parle d'information, on voit la Corvette numéro 63, celle de Papis, qui est en train de faire le plein et de repartir. Je pense qu'elle va pas tarder à repartir. Puisqu'on parle des infos, je suis obligé, Hugues, de vous demander où en est votre projet avec Maserati et Alain Prost pour les 24 heures du Mans. Est-ce que vous avancez dans ce domaine? C'est une question extrêmement personnelle que vous posez, Lionel. J'en profite. Je vois que vous profitez complètement de la situation. Je crois qu'on ne cache pas que l'envie avec Alain de réussir à monter un programme en GT. Il y a des discussions en cours. Du Mans, lui qui n'a pas toujours été un grand amoureux de l'épreuve et qui peut-être là va découvrir ce que c'est vraiment avec un grand frisson, ce qui ne m'étonnerait pas. Alors qu'on revient à cette bagarre concernant la tête avec l'Audi numéro 88 et qui pour l'instant prend la tête. Oui. On vérifie tout ça parce qu'avec notre ordinateur, mais on nous montre à l'image et donc sur notre ordinateur que la numéro 88 est actuellement... Non, il y avait une petite erreur, voilà, il y a une petite erreur qui est corrigée instantanément sur notre ordinateur. Le silence est venu de nos palpitations, on s'est demandé ce qui se passait pour avoir perdu 3 minutes. Oui, c'était bizarre. Mais en fait, non, c'est bien une erreur.
simplement, mais l'écart continue à diminuer, mais visiblement Hara, le pilote japonais, est repassé à la contre-attaque puisqu'il n'a perdu qu'une seule seconde. L'écart est maintenant juste en dessous de 36 secondes, donc la bagarre est vraiment très forte. Je pense que ça va véritablement vraiment aller à une allure de Grand Prix sur les 45 minutes, même pas 40 minutes qui restent. On va être véritablement sur une allure de Grand Prix, car Herbert remonte encore la cadence, vient de faire 3,36, ce qui est un temps encore fabuleux. Ah oui, c'est presque les temps de qualif qui sont actuellement enchaînés par les pilotes de tête, et l'écart est un petit peu creusé par rapport par exemple, à Gigi Leto avec l'Audi qui est en 3e position, qui lui tourne en 3,43 par exemple. Lionel et Hugues, Oui. en compagnie de Christian Lavieille, l'un des 3 pilotes de la Porsche numéro 72, actuellement pointé en 17e position. C'est la Porsche conduite également par Luc Alphand et Philippe Almeras. Alors Christian, pour l'instant 5e en catégorie GT, mais à 40 secondes du 4e. Vous cravanchez, analyse et petit bilan de ces 24 heures, Christian Lavieille. Le bilan est assez positif parce qu'on a fait une course sans embûche. On est passé à travers tous les petits problèmes qu'on peut rencontrer sur une course d'endurance. On a vraiment fait que des arrêts pour des ravitaillements, et une seule fois on est rentré la voiture dans le stand pour changer plaquettes et disques. Bon, l'analyse, c'est sûr qu'on aimerait bien être sur le podium. On ne peut pas se permettre de trop cravacher cette dernière heure parce qu'on n'a plus beaucoup de frein, et si on tape dedans, on sera obligé de s'arrêter, rechanger de disques et plaquettes, et ça va être un coup de 3-4 minutes. Donc il vaut mieux qu'on reste figé sur la 5e position, de toute façon 5e ou 4e, bon, avec une place de 3e à la rigueur qui nous intéressait. Bon, c'est une voiture qui a quand même deux années de retard. On s'est rendu compte en termes de performance qu'on est un petit peu en retrait. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'on n'est pas des pilotes professionnels. Il y a un skieur, il y a un motard. Il n'y a que Philippe Almeras qui a fait un travail super cette nuit, qui est à rigueur professionnel. Donc je crois que c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. C'est pas n'importe quel motard ni n'importe quel skieur quand même. C'est clair. Merci beaucoup, il y a du Christian. champion là dans cette équipe, et c'est la voiture en tête de la catégorie dont on parlait qui repart là, la numéro 90, qui est quand même 10e au classement général actuellement, avec Baumeister qui est au volant de cette Porsche 911. C'est vrai que Porsche ici c'est quelque chose, mais Porsche ne propose plus maintenant que des voitures GT, alors que Audi, son rival allemand, eh bien, a pris on va dire le leadership dans cette catégorie des protos. Les temps continuent à descendre toujours entre la voiture qui est en tête, celle de Hara, et la seconde, celle de Johnny Herbert. Il va y avoir certainement les ravitaillements qui vont maintenant, qui peuvent les départager. Donc le dernier ravitaillement va être vraiment vital et capital. L'écart descend, on est à 34 secondes maintenant, 34 secondes. Les retardataires vont jouer un rôle extrêmement important, et il y a une lutte vraiment absolument incroyable. Et puis Lionel, il y a quand même cette 3e Audi qui revient quand même de très loin. Vous l'avez vu tout à l'heure sur le reportage, quand Leto, qui est actuellement au volant, est sorti. En fait, quand les 2 Audi sont sortis hier soir, le Dr Ulrich, le grand patron de la compétition chez Audi, me confirmait, ils se sont fait purement piéger par le moteur d'une voiture qui venait d'exploser juste devant eux. Donc les commissaires de piste n'ont absolument pas eu le temps d'agiter les drapeaux. Ça s'est passé à peine 80 mètres devant eux. Leto a déclaré qu'il avait immédiatement vu son compère et compagnon partir devant lui et que lui n'avait rien pu faire. Leto est sorti, ils ont fait une réparation de plus de 40 minutes et de façon superbe. Il est remonté à la 3e place. Ça a été là aussi le grand événement de la nuit. Et la Corvette numéro 64 qui rentre au stand, c'est la voiture de tête dans la catégorie GTS. Elle pointe tout de même à la 6e place au classement général. C'est vous dire que ces voitures ont remarquablement tourné, se sont donc rapprochées des protos, et qu'elles occupent une place très flatteuse dans ce classement. Il y avait 48 équipages au départ, il y en a encore 28 qui sont recensés dans la course. Et donc cette Corvette qui va elle aussi rentrer pour ravitailler, qui a un petit peu de marge dans sa catégorie maintenant, puisque l'écart est important sur l'autre Corvette. Il y a un 10 tours d'écart, et puis la Ferrari est à distance maintenant, donc il faut gérer pour les Corvettes cette fin de course, et s'il n'y a pas de pépin, ça devrait être un nouveau succès pour l'écurie américaine. Et on sait que le retentissement aux États-Unis est important également pour les constructeurs, et que Corvette avait mis les moyens pour revenir sur Ferrari, qui avait surpris tout le monde l'année dernière. Et on irait aussi vers un nouveau succès pour Michelin,
Michelin qui visait ici un 7e succès d'affilée au Mans et qui équipait, on va dire, quasiment la moitié du plateau, 24 équipages sur 48 partants, ben c'est ça. Donc la moitié des équipages étaient équipés par le manufacturier français et donc ça se passe bien pour Corvette qui repart tranquillement. Qui vient de repartir. Je peux vous dire que quand on fait le dernier pit stop, le dernier refueling de la voiture et qu'on voit que la voiture repart, c'est un immense soulagement pour toute l'équipe technique, l'équipe de mécaniciens. Car il y a toujours cette crainte au dernier ravitaillement d'avoir un problème de démarreur, d'avoir un problème de moteur, n'importe quel problème. Et quand la voiture repart, on sait que là, elle part jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée. C'est un gros soulagement. Et puis, ça va être véritablement un très beau doublé de General Motors avec sa Corvette. Et ça fait quand même partie des grandes surprises de cette course où pendant la nuit, la Corvette est remontée jusqu'à la 5e place, ce qui n'était jamais arrivé aux 24 heures du Mans. Et là, elle va terminer 6e, ce qui est vraiment une très très belle performance, puisque pas mal de protos sont passés derrière cette Corvette. Et voilà donc la Corvette, et il y a la caméra embarquée dont on peut profiter pour se donner une idée des vitesses que les voitures peuvent atteindre ici. Je sais que c'est un circuit qui permet effectivement de dépasser des vitesses très importantes. Pour vous donner une idée, on peut aller au-delà des 330 km/h sans problème dans la ligne droite des Hunaudières pour les voitures les plus rapides. La vitesse autour et la moyenne est énorme, puisque les Audi tournent à plus de 215 km/h de moyenne, c'est donc une moyenne énorme. Et l'écart se stabilise entre les deux Audi, puisqu'on est redescendu à 36 secondes. Donc là, il y a stabilité entre les deux Audi. Pardon. Hugues et Lionel. Oui, juste en compagnie de Guy Smith, l'un des pilotes de la numéro 88. Guy, that's an incredible end of race. Je vais vous demander de traduire à Lionel. Oui, c'est une fin de course incroyable. Il faut encore attendre jusqu'à 4 heures avant de pouvoir se prononcer. C'est une belle bagarre entre les deux voitures. Et de toute façon, c'était une belle course. What do you think of Le Mans? Le Mans is magic? Est-ce que Le Mans est une course magique? Oui, c'est la plus magique du monde. Déjà finir la course, c'est déjà énorme. J'étais déjà l'année dernière et c'est incroyable de voir le soutien que l'on a ici et c'est vraiment très très fort. Thank you very much, Guy, qui est l'un des pilotes britanniques en compagnie de Johnny Herbert et de Jamie Davis de la 88 qui ne va pas tarder à rentrer dans les stands puisque tout le monde ici est prêt à la 88 qui va venir ravitailler. Vous voyez qu'il y a 35, merci Pierre, il y a 35 secondes d'écart désormais entre les deux voitures. Alors, il faut dire aussi que parfois là les écarts ont été incroyables à l'arrivée, notamment en 1966 il n'y avait que 20 mètres d'écart entre la première et la deuxième voiture, 120 mètres en 69. Il y avait Jacques d'ailleurs qui avait gagné, ou 401 mètres en 1933. Bon, là on en est à 34 secondes maintenant et il reste quelques minutes, 24 minutes de course, donc on peut voir 34 secondes, c'est vraiment très très peu parce que vous pouvez perdre beaucoup de temps derrière un retardataire qui peut complètement vous coincer et vous faire et vous ralentir énormément. Et là, c'est là où il faut en même temps ne pas prendre de risque pour pouvoir doubler ces retardataires sans prendre le moindre risque. Ça va être vraiment un final fantastique. Ouais, 34 minutes donc à tenir pour cette numéro 5. On va voir si le japonais a des nerfs, parce que il faut que le japonais ait des nerfs. Et puis surtout, il y a le ravitaillement des deux voitures. Les deux voitures vont ravitailler, certainement uniquement un peu de ravitaillement et pas du tout de pneumatique pour ne pas perdre de temps. Et puis les deux équipes qui sont d'ailleurs de façon amusante placées l'une à l'extrémité de l'autre des stands. Il y en a une qui est tout en haut des stands, la 88, et puis la numéro 5 qui est tout en bas des stands. Donc il y a vraiment séparation complète entre les deux teams. Mais en même temps, on s'épie pour savoir ce que chacun va faire et si on va mettre un dernier train de pneus. Mais là, il y aura simplement un ravitaillement d'essence pour repartir immédiatement. Et vous voyez là à l'image exactement ce dont je parlais tout à l'heure, où l'Audi numéro 5 a perdu un petit peu de temps derrière la Corvette. Ça va se retrouver immédiatement sur le temps autour.
Et dès qu'elle l'a doublé, elle s'en va immédiatement. Ouais, il y a un terme pour cela ici aux 24 heures du Mans. Lorsqu'on parle de voitures de tête qui doublent les attardés, eh bien, on parle de chicane mobile. Il faut faire très attention parce qu'il y a de la fatigue, un peu de nervosité, de tension. Et donc il faut savoir maîtriser tout cela, quitte à perdre effectivement quelques petites secondes. Alors que justement, la voiture en deuxième position rentre au stand pour la dernière fois. Et va donc traverser toute cette longueur des stands à la vitesse maxi de 60 km/h pour effectivement un ravitaillement. On met combien, à peu près 80 litres d'essence là? Là oui, à peu près. Et donc c'est vraiment un ravitaillement en express, il n'y a pas de pneus, elle va repartir. Vous voyez, l'arrêt est vraiment minimum, elle va repartir tout de suite. Il n'y a qu'une seule personne, vous voyez, qui est en train de ravitailler, donc la pression est maximum dans le stand. Voilà, la voiture démarre, elle est partie. C'est un ouf de soulagement. Excellent arrêt, excellent pit stop. Le refueling s'est très bien passé. Donc maintenant, la pression est sur la voiture de tête, la voiture numéro 5, celle de Hara, qui est pilotée actuellement par le pilote japonais Hara. Et visiblement, le team a décidé que cette voiture, qui est soutenue par le Japon, serait pilotée par un pilote japonais. Donc ça va être vraiment une arrivée grandiose pour tous les Japonais. Les médias japonais sont très nombreux ici et je pense que ça va être véritablement une arrivée grandiose qui est retransmise en direct au Japon. Et dans cette écurie, il y a le fameux Tom Christensen, le Danois, qui, on vous le disait tout à l'heure, est en route pour essayer de revenir à hauteur de Jackie Ickx avec 6 victoires ici aux 24 heures du Mans. Ça serait absolument fabuleux pour lui, pour ce pilote évidemment moins prestigieux, moins connu que Jackie Ickx, qui avait quand même été un des grands animateurs de la Formule 1 notamment, mais qui donc va devoir maintenant compter avec Christensen pour ce qui est du partage de ce record assez étonnant de 6 victoires. Ça serait la 5e de suite si la numéro 5 va au bout pour Christensen, qui est âgé de 36 ans et qui est en fait le porte-drapeau de son pays, qui découvre ces 24 heures du Mans depuis qu'il est là, et c'est sa 8e participation simplement. Et qui mentionne bien qu'il a 2 enfants mais qu'il est célibataire. Et des cancers de signes astrologiques. Et il vit à Monaco. Voilà. Bon, c'est tout sur lui. Et puis le 3e pilote, c'est Rinaldo Capello, qui est aussi un pilote Audi depuis très longtemps, qui a 6 participations au Mans et qui a terminé 2 fois 2e, qui a été pilote usine depuis 1994, qui a terminé 2 fois 2e en 2001, en 2002, qui a remporté les 24 heures du Mans en 2003 et donc là 2004, c'est vraiment pour cet équipage un moment extraordinaire. Plus que 29 minutes à tenir. Et un écart qui maintenant, il faut attendre que l'Audi de tête... Ce qu'elle fait, elle rentre au stand. Elle rentre au stand, donc là c'est un moment important. Vous allez pouvoir le vivre en direct. On voit vraiment que le pilote, vous voyez, passe complètement sur les bordures. Il ne perd absolument pas une seule seconde. Il est juste à l'entrée des stands, comme vous pouvez le constater, où là il y a la limitation de vitesse. Il faut faire très attention. C'est pas le moment de prendre une pénalité. Énormément de caméras tout autour, mais on fait dégager tout le monde parce qu'on a vraiment, on veut surtout pas perdre de temps. On veut vraiment qu'il puisse repartir tout de suite. Le ravitaillement se fait, il va repartir immédiatement. Voilà, fantastique. Ouais, là aussi, ça s'est très bien passé, alors qu'on voit des mécanos qui traversent les stands et cette vitesse qui paraît une vitesse d'escargot là d'un seul coup. Ça c'est terrible pour le pilote, il a vraiment trop envie d'accélérer, mais vous allez voir dès la sortie des stands, là, exactement là maintenant, la puissance immédiatement. Et voilà, il est reparti, il est maintenant en tête et on va pouvoir voir très rapidement quelle est l'avance qui lui reste pour finir, pour tenir 29 minutes. Et pour la 2e fois dans l'histoire des 24 heures du Mans, qu'un pilote japonais puisse remporter cette course, associé à un pilote, regardez, on double un retardataire, les risques qu'il faut prendre pour doubler un retardataire. C'est la voiture d'Alfan et la vieille Palmeiras là, qui a été doublée. Et c'est peut-être un pari quand même assez gonflé, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, Hugues, de laisser Hara dans la voiture. C'est vrai que pour le prestige du Japon, bon, c'est parfait, c'est très bien. Sauf qu'il a quand même à faire à forte partie avec Johnny Herbert, qui a quand même couvert 161 Grands Prix de Formule 1 et qui sait
ce que c'est que d'aller à fond pendant une courte période comme ça. Alors, est-ce que c'est un pari osé à votre avis? C'est pas un pari osé parce que j'ai pas eu beaucoup de pilotes japonais dans mon équipe, mais j'ai eu Hara, ce pilote, en 2001 et j'avais été extrêmement étonné par sa sérénité, son calme, sa tranquillité. Il est extrêmement discipliné. Il sait qu'il ne faut pas faire de faute. Il sait que la victoire est vraiment au bout, mais c'est quelqu'un qui donne, qui rassure même le team par la sérénité. Même si sur les Japonais, c'est quelquefois pas facile de voir exactement les traits de leur personnalité, mais lui, il est très calme, très serein. Non, non, je pense que c'est un bon choix. C'est un bon choix. Et puis, vous savez, il ne faut pas changer de pilote sur le dernier relais. Bien sûr. Le dernier relais est extrêmement important. Il sait comment est la voiture, il sait comment est la piste, il sait où sont les endroits glissants. Il maîtrise tout parfaitement. Et sur les 2 dernières heures, il faut logiquement pas changer de pilote. On voit la Pesca actuellement, celle qui est encore en piste à la 4e place, pilotée par Eric Comas. Eric Comas qui partageait son volant avec Ayari et Tréluyer pour essayer encore une fois de se rapprocher des Audi, car cette 4e place est bonne à prendre, comme le disait Henri Pescarolo tout à l'heure. Elle laisse des regrets, mais c'est vrai qu'en performance, eh bien, on s'est rendu compte que la Pescarolo Judd manquait un petit peu de puissance, manquait un petit peu aussi de préparation par rapport à des équipes beaucoup plus qui ont beaucoup plus travaillé, qui ont pu travailler plus avec leur matériel, le faire évoluer et se mettre donc en conformité avec la course, alors que la voiture 88, c'est la numéro 88, c'est là où il ne faut pas prendre de risque. Voilà, non, ça y est, la 88 passe. Voilà, Johnny Herbert qui passe Eric Comas, ils étaient tous les deux en Formule 1, ces deux-là. Oui, petite anecdote. Oh là, non, il le laisse. Oh là là là. Voilà, prudence, prudence, prudence. Prudence. Ça y est, petite anecdote sur Johnny Herbert justement qui, lorsqu'on a remporté 24 heures du Mans en 1991, est resté au volant de la voiture pendant plus de 2 heures et demie. Il a fait tous les derniers relais et à l'arrivée, il était complètement inanimé. Il n'a pas pu aller sur le podium car il était complètement, il avait été au bout de lui-même. Il est sorti de la voiture et puis il est tombé par terre et là il a fallu immédiatement faire ce qu'il faut pour pouvoir le ranimer. Il avait vraiment puisé jusque ses dernières forces. Il m'a toujours dit, mon grand regret, c'est de ne pas être monté sur le podium. Ah ouais, parce qu'un podium aux 24 heures du Mans, c'est pas comme un podium en Formule 1. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une communion avec la foule qui est absolument exceptionnelle. Et puis évidemment, on est sur toutes les photos. C'est quand même un souvenir absolument exceptionnel. Mais enfin bon, Johnny Herbert n'était pas présent. On se souvient aussi au tout début de sa carrière qu'il avait été victime d'un terrible accident. Hein. Il avait failli ne plus pouvoir marcher, hein, tout simplement. Il avait amputé des 2 jambes. Il avait failli vraiment y laisser toute sa santé. Et puis il a pu revenir. Et on se souvient de lui lorsqu'il est revenu notamment en Formule 1. Il ne pouvait pas marcher facilement. Donc il se déplaçait avec un petit vélo pour aller des stands à son motorhome. Et puis il fallait le mettre dans la voiture, le sangler. D'ailleurs le règlement laissait une tolérance là, parce que théoriquement un pilote doit sortir tout seul de sa voiture en cas de problème. Et lui il en bavait. Je peux vous dire, quand les commissaires lui demandaient de faire ce test, d'enlever son volant et de sortir du cockpit, il serrait les dents. Mais il était très courageux, très déterminé. Et ça montre bien, jusqu'où il peut aller, lui, quand il a un volant dans les mains et que la gagne est au bout. Et là on voit qu'il monte sur toutes les bordures, qu'il prend vraiment les trajectoires les plus tendues pour essayer de grappiller du temps, Et là il est à 34 secondes maintenant, alors qu'il reste, vous le voyez, 25 minutes de course. Il est à 34 secondes maintenant de la voiture de tête, mais il n'arrive pas à combler ce retard. Il grappille certes, mais ça ne sera pas pour l'instant suffisant. Cela dit, il faut qu'il continue de mettre la pression, parce qu'évidemment Seiji Hara est au courant que son concurrent est en train de grappiller, donc ça l'oblige lui aussi à être au maximum de la voiture. Et bien sûr, s'il ne peut pas espérer complètement le rattraper, il peut peut-être le pousser à la faute à distance. Exactement, c'est en fait, et vous le voyez là encore, la façon dont il est sorti en dehors des vibreurs. Je peux vous dire que Johnny, pour bien le connaître, Johnny Herbert, il est vraiment à fond, là, complètement à fond, parce qu'il a envie d'arracher cette victoire. Il sait que c'est simplement les petits incidents, petites erreurs qui ont eu lieu hier qui peuvent l'empêcher de coiffer ce titre, et il va vraiment pousser jusqu'au bout pour essayer de pousser justement Hara, le pilote qui est devant, à la faute. Il faut savoir que Johnny Herbert, c'est quelqu'un qui a une personnalité extrêmement attachante, qui est toujours très enthousiaste, toujours en train de sourire. Pas plus tard que tout à l'heure, avant de prendre son relais, je le voyais en train de rire avec ses
ces mécaniciens, il est toujours d'une décontraction extraordinaire. On voit Gigi Leto là qui est sur la 3e Audi, la numéro 2, donc qui complète pour l'instant ce triplé Audi. Pierre-Henri, vous vouliez intervenir? Oui, juste pour vous dire, dans la continuité de ce que vous étiez en train d'évoquer, que si certains jouent la bataille, eh bien, pour la gagne, pour la victoire, eh bien, certains n'ont comme ambition que de terminer. Et c'est le cas de la Lola Judd, numéro 32 de l'équipage américain Phil Binney et Sutherland, qui va reprendre la piste pour les derniers instants pour pouvoir passer la ligne d'arrivée. Et sous les applaudissements de tous les mécanos, cette voiture va pouvoir terminer et boucler ses 24 heures. Alors quelques chiffres pour bien resituer de façon un peu historique par rapport à cette course que l'on va vivre. On ne sait pas encore qui va gagner, mais on sait au moins que ce sera une Audi. Ce sera la 46e victoire pour une voiture ouverte. Alors Pierre nous propose un ralenti, on voit que ça fume un peu là. Est-ce que allume les pneus? Non, il a allumé les pneus à rade. Alors je vous disais donc 46e victoire pour une voiture ouverte contre 26 pour les voitures fermées. Ça serait donc la 4e victoire d'Audi après 2000, 2001 et 2004. Donc ça fait 2000, 2001, 2002 et 2004. C'est déjà extraordinaire parce qu'il y a peu de participation pour cette écurie et ça porte vraiment ses fruits puisque traditionnellement ici c'était Porsche avec 16 victoires qui défendait les couleurs allemandes. Et bien en tout ça fera 22 victoires pour les Allemands, c'est le record avec 4 marques différentes. Et avec 4 victoires, et bien Audi va rejoindre dans la légende du classement ici Alfa Romeo et Ford. Et ça sera, si c'est la numéro 5, en tout cas la 4e fois que numéro 5 remporte les 24 heures du Mans. Et puis il y a eu des triplés remarqués ici, notamment avec Jaguar, c'était en 1957, il y avait 5 voitures qui étaient au départ et Jaguar est terminé 1er, 2e, 3e, 4e et 6e. C'était en 1957. Il y a eu Porsche en 82 pour un triplé, Peugeot en 93 et 2 triplés pour Audi en 2000 et 2002 et peut-être donc un 3e, vraisemblablement même pour cette édition 2004. C'est vous dire à quel point Audi écrase tout. Et ce qu'on peut regretter peut-être, Hugues, c'est que les constructeurs importants, ceux qui mettent le paquet pour justement remporter cette épreuve, eh bien, se succèdent et qu'on aurait aimé plutôt qu'ils soient en même temps. On aurait aimé voir les gros groupes décider d'aller se battre avec les autres et finalement on a l'impression que quand il y en a un qui arrête, il y en a un autre qui arrive. C'est vrai, je pense que c'est très dommageable pour les 24 heures du Mans, mais je trouve que la nouvelle décision d'Audi, qui a tout gagné, qui a remporté 3 fois de suite, qui a la triple couronne, qui a tout prouvé et qui vient de prendre la décision de continuer pour un nouveau programme de 3 ans, là ça permet véritablement, c'est une façon de dire à d'autres constructeurs, venez, nous sommes maintenant une référence au Mans, mais venez nous battre, venez vous battre avec nous. La Pesca numéro 18 au stand avec, oui. En compagnie justement de l'un des pilotes, hein, Eric Comas est au volant, Benoît Trélier était également pilote et en compagnie de Sohail Ayari. Quelle déception parce que vous avez très longtemps été sur la 3e marche du podium, vous avez mené une course fantastique, vous avez bataillé Sohail tous les 3. Oui, on a même été second à un moment. Aurais-je dormi? Non, c'était au début de la course, c'est pas possible que vous ayez dormi. Ah, merci Sohail. En fait, la course était passionnante. Nous, on a mené le rythme qu'on devait mener. Les Audi avaient un rythme un peu au-dessus d'une autre. Bon, ils ont commis plus d'erreurs que nous et ça fait qu'on en a profité. Du coup, on a pu en début de course passer devant certaines d'entre elles. Et puis petit à petit, les choses sont revenues dans l'ordre. Bon, et il faut rappeler les choses. Hein. On est une équipe privée entre guillemets qui nous battons contre des semi-officiels et doit avoir un rapport de 1 à 20 ou de 1 à 30 entre les budgets de notre équipe et la leur. Et pour remettre les choses dans leur contexte, ce qu'on est en train de faire là, c'est fabuleux. Et vous êtes passé entre guillemets à côté d'un exploit encore plus fabuleux, mais bon, c'est encourageant finalement. C'est pas fini, hein. Les 2 premières sont à 30 secondes, ils peuvent encore y arriver quelque chose. Justement sur les 2 premières, on voit depuis tout à l'heure la numéro 5 qui est pilotée par Ara, qui est vraiment à l'attaque, qui est sur les bordures. Vous le voyez encore là, léger petit contre-braquage. Il est vraiment complètement à l'attaque, il n'a plus que 31 secondes d'avance. Logiquement, il doit gérer cette avance. Vous voyez, il est en train de faire des appels de phare pour qu'on le laisse passer. Il a la
pression. On est véritablement sur... Là, on sent vraiment qu'il a la pression. Il a fait tout à l'heure, il a allumé ses pneus. On sent qu'il a la pression. L'erreur est possible, complètement possible, parce qu'il y a énormément de retardataires. Et derrière, Johnny, lui, a beaucoup moins à perdre. Donc pour Arras, c'est... Plus les tours, plus on s'approche de l'horloge, plus on s'approche des 16 heures, plus ça devient difficile. Ah ouais, là ça doit chauffer hein, sous le casque nippon, car il sait que dans son pays, eh bien, tout le monde est à l'écoute des 24 heures du Mans, car vous le savez mieux que personne, Hugues, vous qui avez travaillé beaucoup avec les Japonais, eh bien, le retentissement des 24 heures du Mans est monumental au pays du soleil levant. C'est pas qu'une histoire d'industrie, je dirais une histoire économique. C'est aussi un mythe, les 24 heures du Mans. On sait que les Japonais aiment s'attaquer au mythe. Et pour eux, avoir un deuxième pilote qui l'emporte avec une écurie préparée par des sponsors japonais, eh bien, ça serait quelque chose d'absolument fabuleux à vivre là-bas du côté du Japon. Et je peux vous dire également, chose fabuleuse, que Tom Kristensen est tendu, mais alors à un point, et il a quitté son stand pour aller justement sur les bords de la télémétrie et du chronométrage, juste du côté de la piste, et il est entouré d'une nuée de caméras. Imaginez l'émotion que peut avoir Kristensen. 29 secondes d'écart, 29 secondes d'écart avec 16 minutes et 48 secondes de course. Oui. Imaginez l'émotion et la pression que peut avoir Kristensen et Capello. Ce sont des moments extraordinaires. Ils sont en train de vivre des choses extraordinaires, mais surtout la pression pour Arras, de tous ces retardataires, de ces temps qu'on lui donne. 29 secondes, il en avait plus de 15 il y a à peine 30 minutes, donc il faut vraiment savoir gérer, mais par contre il ne faut pas faire d'erreur, aucune erreur, et ne pas avoir tendance à monter sur les vibreurs, ce qui fait encore un tout petit peu. Il tourne 3 secondes plus lentement que Herbert, mais s'il gère bien ces 29 secondes, il peut arriver jusqu'au bout. Il faut surtout pas faire d'erreur. Et voilà, et c'est maintenant qu'on voit si, on va dire, c'est un peu dur de dire ça, mais si le pilote a vraiment l'étoffe, c'est dans ces moments de tension extrême où il faut bien maîtriser. C'est ce que l'on peut reconnaître par exemple à des grands pilotes comme Schumacher en Formule 1 qui, lorsqu'il est sous pression, il répond toujours présent. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi il est au-dessus du lot. Et bien, certains pilotes ont besoin de se tester dans des conditions extrêmes, comme ici, Arras qui vit sans doute les moments les plus intenses de sa carrière de pilote et qui va devoir tenir dans ses mains cette voiture pour que toute son équipe puisse célébrer une victoire ici aux 24 heures du Mans, une responsabilité monumentale, mais là la concentration doit être absolue pour lui. Elle est totale, mais c'est tellement important. C'est qu'une victoire aux 24 heures du Mans pour un pilote japonais, c'est plus important qu'une victoire d'un pilote japonais en Grand Prix de Formule 1. C'est plus important. Là-bas, Le Mans est un véritable mythe, et donc pour lui, et j'espère qu'il n'a pas cette pression-là, parce que pour lui de remporter les 24 heures du Mans sur un team qui est Audi Japon, donc qui est, je dirais, à forte connotation japonaise, c'est pas un pilote japonais qui est dans une écurie européenne. C'est véritablement un team qui est à très forte connotation japonaise, avec des ingénieurs japonais que des mécaniciens japonais, et donc il a une pression forte à gérer. Ça doit être très difficile pour lui. Alors que l'on jette un œil tout de même sur la Corvette numéro 64 avec Gavin qui est actuellement au volant pour cette 6e place tout à fait remarquable. Et s'il n'y a pas de pépin, eh bien, cette Corvette, comme on le disait tout à l'heure, va remporter sa catégorie et va reprendre son leadership face au Ferrari 550 qui ont connu pas mal de soucis, vous l'avez vu tout à l'heure en début de reportage avec le résumé de Christian Choupin. Et dans un instant, eh bien, on va boucler le 375e tour de cette course, et on va battre le record de distance avec le nouveau tracé, puisque bon, vous savez qu'il y a plusieurs records de distance ici, puisque le circuit a considérablement évolué. Bien, pour ce circuit de 13 km 650, le record était donc de 375 tours, ça représente 5145 km 399, et c'était déjà Kristensen, Capello et Smith qui en 2003 sur Bentley avaient parcouru cette plus longue distance, qui va être donc battue par Audi cette année,
qui décidément ne laisse pas beaucoup de place aux autres. Complètement focalisé par cet écart de temps qui diminue. On maintenant plus que 27 secondes. On va peut-être en profiter quand même pour rappeler qu'il y a un doublé en GTS des deux Corvettes et que dans la catégorie GT, c'est la Porsche de Maassen qui va remporter sa catégorie. Il reste plus que 13 minutes 24. 13 minutes 24, alors là, comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas de calcul pour savoir s'il faut ralentir un petit peu pour passer sous le drapeau avant 16 heures ou attendre. Non, là, il faut rouler, rouler, rouler. Si la chance le veut bien, ben, il passera sous le drapeau juste à 16 heures et quelques secondes. Ou alors, ça peut arriver également de passer à 15h59. 59 secondes, pardon, et à ce moment-là, ben, d'être obligé de faire un tour de plus. Tous les ingénieurs chez Audi sont en train de regarder exactement l'heure à laquelle ils vont franchir pour éviter de faire un tour de plus. 27 secondes d'écart, on vous le disait, donc entre ces deux Audi. C'est absolument passionnant car après bien quasiment 24 heures de course, vous voyez que l'écart est minime et que c'est vrai que parfois certains sont en train de se refaire le film de la course, notamment ceux qui sont derrière, en disant mais c'est vraiment rien du tout, on aurait peut-être été plus performant, un peu dans les stands, un peu plus prudent au début, un peu plus réfléchi, bon, mais de toute façon maintenant voilà, il faut gérer cela, vous voyez, 27 secondes. Oui, 27 secondes, vous savez, pour avoir vécu l'expérience quand on a remporté les 24 heures de Daytona avec la Viper en 2000, où on a remporté cette course pour 25 secondes d'avance seulement sur les secondes. Je peux vous dire que la pression est extrême, la tension est extrême dans le stand, comme elle doit l'être chez Audi Japon actuellement, et là on ne peut plus rien faire. Tout est véritablement dans les mains du pilote, et l'anecdote, je me rappelle, c'est Karl Wendlinger qui était en tête à ce moment-là, qui était le pilote de la voiture, et quand il a fait son dernier ravitaillement, on est reparti, il avait 27 secondes d'avance, et je lui ai posé la question tendue en lui disant est-ce que tout va bien, est-ce qu'il n'y a pas de bruit, est-ce qu'il y a... Il m'a simplement répondu tout va bien, mais par contre chez vous dans le stand j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de problèmes. Hugues et Lionel, oui. Juste en compagnie d'un champion du monde, Colin McRae, champion du monde des rallyes, qui courait ses premières 24 heures du monde sur une Ferrari 550 Maranello en catégorie GTS. Colin, thank you to answer to you. One word of your first experience. Colin, un mot pour votre première participation ici. C'est très très dur, très très dur. J'ai bien aimé, c'est bien, mais dur. Yes, one picture. Will you remember? Un souvenir de cette participation? Piloter la nuit, forcément. C'est très compliqué d'être très très vite dans la ligne droite dans le noir, c'est quelque chose d'énorme. After the Dakar, Le Mans, après le Dakar, après les rallyes, Le Mans c'est une nouvelle expérience. J'étais très fier de faire ça, de faire Le Mans. C'est la plus grande course du monde. You think to the rally championship? Est-ce que vous repensez au rallye maintenant, champion du monde? Non, non, je pense pas au rallye. Ok, thank you. Well, 26 secondes. 26 secondes maintenant entre les deux voitures de tête. Herbert continue à cravacher, il double les retardataires, c'est ça le principal problème. Et puis sur la voiture, sur la GTS de tête, la Corvette, puisqu'il va y avoir un doublé de Corvette, mais on a un pilote français, Olivier Beretta, qui a encore fait un travail fantastique, qui a remporté plusieurs fois et avec nous 2 fois la catégorie GTS aux 24 heures du Mans, qui est vraiment abonné à cette course, qu'il aime et qu'il apprécie énormément, et qui là encore a fait un travail absolument fantastique, puisqu'il va remporter la catégorie GTS avec les pilotes Gavin qui est au volant actuellement et Magnussen qui était au volant tout à l'heure. Voilà, un fantastique boulot d'Olivier. On va essayer d'aller le voir justement. Voilà, allez le voir, saluez-le et dites-lui well done. C'est l'habitude d'aller le voir en fin de course. Voilà, tout à fait. Et nous on revient tout de suite sur le début de course, sur la tête de course. La bagarre est toujours très intense. 27 secondes, ça se stabilise. Il reste 9 minutes et 16 secondes de course. Et effectivement, on a la sensation que maintenant, eh bien, ça va se stabiliser forcément, même si Herbert continue de cravacher. Pour l'instant, Seiji Hara tient le coup. Ne se laisse pas impressionner par le baroud d'honneur de Johnny Herbert, qui met le paquet, c'est sûr, mais qui part d'un petit peu loin, et à armes égales c'est très très difficile de faire descendre
les chronos, on peut dire qu'il aurait essayé. Parce qu'à un moment, il pilotait quand même 4 secondes. 4 secondes plus vite, mais je peux vous dire que Hara est gonflé. Il vient de faire 3,39, donc il vient de réaliser le même temps que Johnny Herbert, 3,39. Il vient de répliquer justement à Johnny Herbert en lui disant, bah, écoute, tu ne m'auras pas. Et c'est vraiment un temps très très rapide en fin de course. Il faut savoir que la piste est devenue extrêmement glissante partout. 3,39, il a stabilisé. Il reste 8 minutes, je pense, Pierre-Henri, qu'il faudrait que vous vous rapprochiez, après avoir vu Olivier, que vous rapprochiez en bas, parce qu'il va y avoir une émotion sur ce stand où il n'y a qu'une seule voiture. Ça va être assez extraordinaire. Mais je vais exaucer vos désirs. Hop, attention, un tout droit dans le sable de la 88, Johnny Herbert qui s'est laissé embarquer là, qui heureusement a pu tracer tout droit et tout de suite regagner la piste, mais il a dû avoir un peu chaud, il s'est sans doute raté un freinage et il est revenu sur la piste. Donc, en compagnie d'Olivier Beretta, qui s'apprête à vivre un joli moment. Déjà, toutes nos félicitations, et surtout celle du Duc de Chonac qui vous connaît bien. Comment est-ce que vous avez vécu ces 24 heures avec Corvette? Bon, il reste encore 2 ou 3 tours, mais disons que ça a été une course un peu folle parce qu'il y a eu sans arrêt des rebondissements. On était en tête à 1h, 2h du matin avec 1 minute 40. Et puis il y a une Audi qui a tapé dans Yann, on a pris le mur et il a fallu réparer l'auto. On a pris beaucoup de retard. Après, on a essayé d'enquiller la nuit, mais en préservant la voiture. J'ai fait un triple relais, ça s'est bien passé. Michelin a été fantastique comme d'habitude. Et puis au petit matin, on était là, j'attendais, je préservais la voiture. Et quand ils m'ont signalé que la Ferrari avait un problème, là, j'ai vraiment enquillé. J'ai essayé de regarder les écrans, ils me tenaient informé combien de temps ils étaient dans la voiture, dans les box. Et je pite et repars, on a 11 secondes d'avance. Et là, on s'est dit, là, ça va être une grande course. Et Hugues connaît bien ça parce qu'à Daytona, avec l'équipe Oreca, on a eu un peu la même aventure. Il l'évoquait tout à l'heure d'ailleurs, il en parlait tout à l'heure. Ah oui, et puis bon, en même temps, j'en profite pour le remercier parce que toute l'expérience que j'ai acquis chez lui, aujourd'hui, ça m'a vraiment servi. Donc, merci aussi à Oreca et aux années passées avant. Merci beaucoup et savourez bien ce moment, on est de tout cœur avec vous. Merci beaucoup, Olivier Beretta. Merci Pierre-Henri. En début, la tête de course est absolument fantastique, fabuleux. Je crois que Johnny s'est fait prendre à son propre piège. Il espérait que Hara irait à la faute. C'est lui qui vient de la faire. La voiture a quand même souffert parce qu'elle a sauté sur les vibreurs. Le fond plat a pris. Et vous savez, il ne faut pas grand-chose pour arracher un fond plat. C'est vraiment une fin de course assez exceptionnelle. Hara a repris 3 secondes dans cet incident. Herbert vient de répliquer, vient de reprendre de nouveau les 3 secondes. On va tomber à 27 secondes entre les deux. Enfin, c'est un final complètement fou. En ce moment, complètement fou. Et la foule se régale parce que évidemment on voit passer les voitures dans les stands, mais on a aussi la possibilité de voir les écrans géants pour suivre cette bagarre et ce finish absolument génial ici entre ces deux voitures qui ne s'épargnent pas. Les pilotes sont à fond, les voitures sont à fond. Il reste 5 minutes 30 maintenant de course. Toujours cet écart d'une trentaine de secondes maintenant. Effectivement, il a perdu 3 secondes dans ce tout droit dans le bac à sable. Mais vous voyez, c'est inscrit sur votre écran l'écart qu'il y a entre les deux voitures de tête. Mais il aura tout essayé. Johnny Herbert, il sera allé au bout de ce qu'il pouvait donner et il a tenté le coup, mais ça ne passera sans doute pas. Et ça a permis en tout cas de vivre une dernière heure tout à fait palpitante, alors qu'on aperçoit la deuxième voiture Audi anglaise, celle de Biella, qui est actuellement voilà 5e. La 5 qui est suivie juste derrière elle par l'autre Audi. La 5 est en train de vivre un moment, l'Audi numéro 2, la 5 est en train de vivre un moment extraordinaire. Première victoire d'un japonais potentiel, il faut encore attendre 4 minutes. 6e victoire pour Christensen, 2e victoire pour Capello. Enfin, un succès monumental véritablement pour Audi, mais surtout pour cet équipage. Et puis pour cette équipe japonaise qui a osé, avec une voiture, faire le Mans avec une voiture, c'est vraiment quelque chose que moi je n'aimerais pas faire, parce que le risque est absolument colossal. Audi, lui, répartissait ça entre 3 teams, mais faire le Mans avec une voiture et le remporter, ça me rappelle une des grandes victoires de Jost, qui est un monsieur aux 24 heures du Mans et qui avait remporté il y a quelques années les 24 heures du Mans en ayant mené toute la course avec une seule voiture. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, je ne comprends pas pourquoi la numéro 2 colle autant la 5. C'est vraiment prendre des risques complètement
complètement idiot à Il si y a près 11 de l'arrivée. 11 tours entre les deux voitures, donc vous voyez, ça se joue pas pour le podium là. Hein. Ah non, et puis vraiment le risque de se louper au freinage. Et sur la numéro 2, il y a Gigi Leto. On sait que Gigi Leto est un pilote extrêmement rapide, formidable, mais on a vu hier soir aussi ce qui s'est passé quand les deux voitures se suivaient. Une plaque d'huile, les deux voitures sont parties sur la plaque d'huile et les deux voitures sont restées sur le carreau. Et donc si je pouvais à 3 minutes de l'arrivée, je dirais à Gigi Leto de lever, de laisser un petit peu d'espace. Là il laisse le temps d'un tour, hein. 3 minutes 30 environ là, de course, donc c'est à peu près, c'est un peu moins ce que mettent les pilotes actuellement puisqu'ils tournent en 3,42. Et fait, mais là ils vont être obligés de faire un tour supplémentaire puisqu'ils vont passer, sous l'horloge avant l'heure et donc il va être obligé de faire un tour supplémentaire. Il va rester maintenant 3 minutes et vous voyez que la voiture de tête arrive dans la ligne droite des stands pour donc entamer ce qui va être le dernier continue tour. à attaquer, regardez ça, complètement Obligé, hein. sur les bordures, hein, complètement sur les bordures. Pourtant le numéro 2 est à de nombreux tours derrière. Non, c'est vraiment une arrivée fantastique. Alors ça se peuple évidemment dans les stands également. Les drapeaux sont sortis, tous les mécaniciens sont au bord du muret. Tous les spectateurs commencent à agiter les fanions, à montrer leur enthousiasme et à remercier d'une certaine façon tous ceux qui ont fourni ce spectacle absolument incroyable pendant 24 heures. Vous connaissez le rythme de cette fin de course qui est une grande fête populaire, comme d'ailleurs non seulement cette ambiance des 24 heures, mais même on peut dire que c'est depuis mercredi qu'ici il y a cette ère de fête des sports mécaniques. Et donc ce public qui va montrer à quel point il s'est régalé, même si évidemment c'était annoncé, les Audi sont là, elles sont aux 3 premières places, ce sera un nouveau triplé, le 3e pour la marque. Certes, Pescarolo est là, mais loin, à la 4e place. Il ne peut pas rivaliser avec ces voitures absolument phénoménales qui ont pris la mesure de cette compétition. Et donc il y aura 4 Audi aux 5 premières places. Cette fois, c'est vraiment maintenant quasiment sûr, puisqu'il reste donc la moitié d'un tour maintenant. La moitié d'un tour. Suivi à la 6e place par la Corvette, à la 7e place par de nouveau un proto qui est la Dôme de Yann Lamers, à la 8e place par la Corvette, à la 9e place par la Ferrari, GTS toujours, et à la 10e et première de sa catégorie GT, la Porsche de Massen. Un final vraiment hallucinant, 29 secondes dans le dernier tour alors que tout est joué. Et Ara et Johnny Herbert continuent à attaquer, vous les voyez, ils sont en train de doubler un retardataire qui ralentit. Ara ne doit pas s'énerver, non, le retardataire se pousse, le drapeau est là. Un moment énorme pour Ara, une pression énorme. Vous savez, c'est comme Lionel, vous connaissez bien le tennis, quand vous êtes dans le dernier jeu, le dernier service, c'est les balles de match, c'est là où on voit les hommes. Et c'est là où on voit les hommes, c'est terrible, la pression est là et... Corrian, c'est quelque chose, oui. Et Lionel et Hugues, eh bien que l'on pleure du côté des ingénieurs et de l'équipe de l'Audi numéro 5. Tout le monde pleure des larmes de joie, bien évidemment. Mais attention avec également Franck Biella qui est venu applaudir le triomphe de cette Audi numéro 5, preuve évidemment beaucoup de sportivité du côté de l'équipe Audi. Et à mon avis, Leto n'est pas en train de se faire un copain avec Ara là, parce que franchement c'est vrai que c'est limite, on les voit vraiment tous les deux. L'autre est dans la boîte de vitesse quasiment de l'Audi de tête alors que les dés sont jetés. Hein. Les dés sont jetés, c'est absolument, je pense que le docteur Ulrich, le grand patron de la compétition Audi, ne doit pas suivre, il doit attendre sur le muret, il ne doit pas voir ça parce que s'il le voit, il s'arracherait les cheveux, le pauvre. Il va devenir fou. C'est évidemment une émotion extraordinaire pour tout le monde et sur cette équipe qui s'est beaucoup donnée depuis 2 ans parce que l'équipe Audi Japon s'est investie immédiatement dès que Audi a dit qu'elle allait partager ses voitures entre des équipes privées. Elle allait regarder coller contre la boîte de vitesse. C'est complètement incroyable, c'est absolument fabuleux. Et donc c'est un succès absolument fabuleux pour cette équipe.
Voilà les derniers hectomètres, comme dit Jean-Paul Olivier quand il parle de cyclisme pour Seiji Hara. Allez, je vais la faire parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais c'est Harakiri. Hein, Bravo. On peut lire. Oui, enfin, c'est pas terrible, je sais, mais bon, c'est fait. Voici maintenant Seiji Hara qui va attaquer la ligne droite des stands pour le triomphe. Et au Japon, ça doit exploser grave. Et dans les stands aussi, évidemment, hommage donc à ce pilote japonais qui a réussi son pari, faire gagner une voiture, on va dire, germano-japonaise, ici aux 24 heures du Mans. Vous voyez l'enthousiasme sur les stands et dans les tribunes, et des commissaires qui arrêtent tout de suite les voitures. Il lève les bras, mais il doit même pas comprendre ce qui lui arrive. C'est extraordinaire pour lui d'imaginer qu'il allait remporter 24 heures du Mans, que c'est lui qui allait piloter la voiture jusqu'au bout. C'est extraordinaire. Et puis les deux autres Audi qui vont terminer ensemble, la 88 et puis l'autre Audi qui termine juste derrière. Un résultat fabuleux évidemment pour Audi. On aurait aimé que les Pescarolo puissent pouvoir arriver à rentrer dans le... Mais là, je crois que l'écart, la démonstration est faite maintenant. Les Audi ont une qualité de préparation absolument extraordinaire et là, la démonstration a été faite. Et ça fait 2 fois que Henri Pescarolo échoue au pied du podium aux 24 heures du Mans. La première fois, c'était sa première participation. Oui. La première réaction de Tom Christensen. Qu'est-ce que je peux dire, le public c'est incroyable. Aïe, 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 ça coupe un petit peu, mais enfin on imagine ce que doit vivre par joint interposé, on va dire, ce moment est particulier pour lui, Christensen, puisque donc il rejoint Jackie X dans ce palmarès des 24 heures du Mans. C'est la 5e fois de suite qu'il s'impose ici. C'est déjà un record, puisque 4 fois de suite personne ne l'avait fait, donc 5 fois de suite. Alors, il remercie tous les mécaniciens, l'ingénieur, le chef mécanicien. Il remercie tout le monde. Le Japon. Il dit que la course est énorme au Japon. Et ils n'aiment rien de plus que ces 24 heures. Je sais que c'est dur, mais on a tous fait un super travail. Il parle de toute l'équipe et de ceux qu'ils ont battus aussi, et il reconnaît le mérite des autres. Je suis très fier. Et il parle de Hara, effectivement, qui a été très très bon pour tenir la dragée haute à Johnny Herbert et amener cette voiture au bout avec la première position. Ben voilà un Danois qui rentre dans la légende maintenant des 24 heures du Mans. Comme quoi un Danois peut être expansif. Hein. Embrassez-le pour nous et félicitez-le. Et il y a la Morgane là, qui est arrivée aussi. Embrassez-le, dites-lui que c'est fantastique. Ce qu'il vient de faire, c'est extraordinaire. Je ne suis pas le seul à vouloir l'embrasser. Hein. C'est un grand moment pour lui, parce que cette course se construit sur une légende, sur des références, sur des drames, sur des joies. Et bien lui, il va marquer très très fort cette épreuve en étant au niveau de Jackie X. C'est absolument incroyable. Pescarolo qui est dans son dernier tour, et vous savez, le dernier tour, le tour où tous les commissaires sont là, les commissaires qui ont joué un rôle extraordinaire sur cette course, qui se sont relayés pendant 24 heures, sans qui la course ne pourrait pas avoir lieu, parce que c'est eux qui manient les drapeaux, qui indiquent tous les dangers qu'il peut y avoir, les voitures plus rapides qui vous rattrapent, les commissaires qui font vraiment un boulot absolument fabuleux. Et dans le dernier tour, ça donne une émotion extraordinaire aux pilotes. À chaque fois, ils me l'ont dit, véritablement une émotion extraordinaire quand tous ces commissaires sont au milieu de la piste et vous saluent, un dernier salut avec leur drapeau. Très rapidement, il faut qu'on revienne sur le classement. Qui termine 13e, là, on l'a aperçu rentrer au parc fermé. Alors le classement, allons-y. Le classement, les 3 premières places par les Audi, Audi Hara, Johnny, Audi Angleterre sur la 2e position, Audi Angleterre en 3e position, Pescarolo 4e, Audi Velox en 5e position. Ensuite, la Corvette que l'on voit, la Corvette qui fait un doublé fantastique avec de nouveau Olivier Beretta qui remporte sa catégorie. 7e, la Dôme de la Merce qui est un proto.
8e Corvette, comme j'ai dit. 9e la Ferrari, celle qui avait remporté la course l'année dernière. 10e la première Porsche GT de Massen. Et Ortelli qui termine avec Dumas à la 13e place à cause de leur soucis tout à l'heure. On a vu la bannière étoilée pour la Corvette. Très fiers les Américains. On parlait beaucoup des Japonais, mais je peux vous dire qu'aux États-Unis, eh bien, dans le milieu des sports mécaniques, ce triomphe de Corvette eh bien, va avoir un énorme retentissement également. Les Corvettes qui font cracher leur moteur là dans les stands pour faire un peu la parade devant et les commissaires et le public qui commence à envahir tout doucement la piste pour se diriger vers le podium. La Pesca avec Eric Comas, ils auront tout donné, ils auront tout essayé. Bon, on sait qu'il manquait un petit peu de travail, de moyens, de budget, comme le disent à la fois Henri Pescarolo et les pilotes, mais c'est quand même relativement encourageant pour une équipe qui est toute neuve et avec André de Cortance qui a refait le châssis et un nouveau moteur qu'il fallait apprendre à connaître. Bon, apprendre à connaître, mais il faut surtout essayer de, je dirais, de faire de gros espoirs que des constructeurs puissent revenir. Henri Pescarolo aurait besoin du soutien d'un constructeur. Il faut que des constructeurs reviennent sur cette course de 24 heures du Mans. Quand on voit une finale comme celui-là, ça ne peut donner, regardez la foule, regardez les spectateurs, il y a véritablement un public qui est extraordinaire et il faut véritablement que d'autres constructeurs viennent pour se battre avec Audi. Il y a des équipes extrêmement performantes pour pouvoir les accueillir. Alors on va parler aussi de Luc Alphand puisqu'il a été très présent sur notre antenne. C'est avec plaisir qu'on vous dit qu'il a terminé la course à la 16e place, à la 5e place de sa catégorie. Donc Luc Alphand qui avec son équipe s'est régalé et finalement il était très inquiet au début parce que oh là là, on n'a pas vraiment beaucoup de moyens. Je me demande comment ça va se passer. Et bien avec La Vieille et Almeras, ils peuvent se réjouir d'avoir terminé et d'être donc à la 16e place de cette édition 2004 des 24 heures du Mans, la 72e, qui retiendra évidemment le triomphe de Audi, ce nouveau triplé de la marque Ozano, mais également ce record pour Christensen et puis cette victoire japonaise qui aura sans doute beaucoup de retentissement. Oui, c'est dommage que les constructeurs notamment japonais, Toyota a essayé, finalement a abandonné pour aller vers la Formule 1. A abandonné et pourtant ils n'ont pas réussi. Vous voyez la foule qui commence à envahir. Regardez, exotique hein, d'ailleurs. Exotique, la foule complètement exotique qui commence complètement à envahir et c'est là où le podium est le moment le plus fabuleux. C'est un moment que j'ai pu ressentir puisque quand on avait gagné avec la Viper 2 ans de suite en GTS, on était monté sur le podium et j'avais pu découvrir ce que c'était véritablement qu'un podium aux 24 heures du Mans avec cette foule immense qui envahit complètement. Toutes les tribunes sont en train de se déverser, c'est absolument extraordinaire. Le rappel de ce classement, donc vous voyez que 379 tours ont été couverts, c'est le nouveau record de la distance sur le nouveau tracé et vous détaillez tout cela. Finalement la NASA Max Youth termine bien hein, aussi, vous voyez. Très belle performance aussi. Ouais. Et donc la petite voiture exotique aussi avec son look rétro termine à la dernière place, là la Morgane. Dernière place, mais elle termine. Mais elle est là. 28e, ils sont partis à 48, plus d'une vingtaine d'abandons et elle termine. Et puis là vous voyez la foule devant, voilà la foule devant les... Ah, le moment, voilà Ara que vous avez, Ara le pilote qui est congratulé par tout le monde. Il va pas sortir son portable là pour... oui, non, il sort pas son portable, il va peut-être m'appeler. Voilà Christensen qui je pense, ah ben voilà Johnny Herbert qui est venu féliciter Ara, donc vous voyez l'enthousiasme de Johnny Herbert, la congratulation entre les deux pilotes. Ouais, c'est ça le sport. Même pas en revenir. Ouais. Emmanuel Pirot, fantastique. Johnny, voilà, Gigi Leto qui vient embrasser Christensen, Ara que vous voyez juste derrière. Non, vraiment une superbe pléiade de pilotes chez Audi. Puis vraiment un grand moment. Et vous apercevez derrière le docteur Ulrich qui félicite chacun de ses pilotes et qui a évidemment une très bonne nouvelle à leur annoncer puisqu'ils viennent de confirmer leur programme pour les 3 prochaines années. Pendant que Ara se désaltère, vous voyez, je crois que ça va être vraiment pour lui le plus beau jour de la vie. Ah, ça va être une vraie vedette au Japon. Il va faire sans doute un retour triomphal au pays. Et on vous le disait, c'est la vérité, on ne vous raconte pas l'histoire. Il doit y avoir des milliers et des millions de Japonais devant leur poste pour vivre cet événement. Et bien, il va devenir quelqu'un d'absolument suivi et recherché pour l'opération. Et vous voyez la grande complicité qu'il y a entre les pilotes. Johnny Herbert est tout de suite venu voir Ara dans son stand. Tous les pilotes Audi se retrouvent. En fait, ils se sont bien amusés entre eux et ils se retrouvent immédiatement.
Voilà, ils sont prêts à aller sur le podium pour profiter de cet hommage du public qui, à sa façon, a vécu aussi les 24 heures. Vous savez que le public dort peu aussi. Regardez, regardez ça. Est-ce que vous avez ça en Formule 1, Lionel? Ah ben non, mais de toute façon c'est interdit. C'est interdit. Si parfois ça arrive en Italie. Voilà, en Italie quand tout est débordé, mais ça coûte tellement cher aux organisateurs après qu'ils ne recommencent plus. Ah, c'est sûr qu'à Monaco c'est plus calme. Hein. Oui. Et vous voyez surtout comme c'est une grande course internationale, non seulement par les drapeaux, mais par la diversité qu'il y a entre tous les teams. Il y a vraiment toutes les nations sont représentées et c'est vraiment complètement extraordinaire. Alors voilà, on attend tout le monde parce qu'il faut que Colin McRae qui est par là aussi. On attend que toutes les catégories. Colin McRae qui vient féliciter Christensen qui devient monsieur. Colin McRae qui est venu voir le docteur Ulrich également. On prend des contacts déjà. Voilà, premier contact. Et puis on voit ce podium qui domine avec ce fabuleux trophée que Audi a déjà remporté 3 fois. Et voilà, Colin McRae, complètement songeur devant ce qu'il vient de faire. Oui, qui disait tout à l'heure au micro de Pierre-Henri qu'il était ravi de participer à cette course. Pour lui, c'était un honneur car tous les pilotes vous le diront. S'il y a 3 courses à gagner dans sa vie, il y a le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, Indianapolis et les 24 heures du Mans. Alors déjà y participer, c'est énorme. Et bien voilà la mise en place du podium. On va se quitter sur cette image de foule. Vous remerciez Hugues de Schoenack, remercier Christian Choupin et Pierre-Henri Brandet et vous souhaitez une bonne fin d'après-midi sur France 3 et bravo à Audi, à Ara et puis à Christensen notamment pour cette très belle victoire pour la 72e édition des 24 heures du Mans. Bon après-midi.